Bonjour, bienvenue à notre webinaire consacré au thème l'IA dans le commerce. Avant de commencer, peut-être quelques informations pratiques. Votre micro est désactivé pour le moment. Vous pouvez poser vos questions pendant la présentation via la section Q&R par écrit, ou bien quand on ira à la session de questions, vous levez la main virtuellement à la fin. Et quand vous aurez mis votre main en haut, on activera votre micro. Pour nos intervenants, c'est un peu plus agréable de pouvoir s'adresser à des visages plutôt qu'à des initiales anonymes. Alors, vous êtes tous invités à activer votre caméra si possible. La présentation sera enregistrée. Si vous prenez la parole au micro, votre voix sera enregistrée, mais pas votre image. Et maintenant, on va entrer ensemble dans le vif du sujet. Depuis 2022, au plus tard, quand ChatGPT a été lancé en Suisse aussi, le sujet de l'intelligence artificielle est omniprésent. Le développement est rapide et le champ d'application s'agrandit rapidement. Et dans notre secteur aussi, l'intelligence artificielle offre de nombreuses opportunités et elle ouvre des nouvelles perspectives pour automatiser, repenser les travaux et les processus. Au cours de la prochaine heure et demie, vous recevrez un aperçu général du thème de l'intelligence artificielle et un regard spécifique sur différentes applications de l'IA testées et mises en œuvre avec succès dans notre secteur. Nous accueillerons tout d'abord Eva Scharfmann et Olivier Gronu de l'entreprise Artifact. Ils sont spécialisés dans le domaine de l'IA, tous deux spécialistes en data science, et ils réalisent différents projets basés sur l'IA pour des entreprises. Ils commenceront par nous donner un aperçu général de la thématique, puis ils présenteront deux exemples pratiques dans les domaines des moteurs de recherche internes aux entreprises et du forecasting. Ensuite, nous verrons Jessica Kruger et Lucas Maire de Apostrophe Switzerland, un prestataire de services linguistiques. Ils nous montreront comment l'IA soutient des projets linguistiques pour une entreprise. Je remercie d'ores et déjà les quatre intervenants pour leur présentation. Nous nous réjouissons de découvrir leurs différentes perspectives. Et je passe donc la parole à Eva Scharfmann. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Donc, je vous laisse me dire si vous voyez mon écran. Super. Alors, bonjour à tous. Donc, j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez l'écran. Donc, moi, je suis Eva Scharfmann. Je travaille pour Artifact, qui est une petite compagnie suisse, une petite entreprise suisse. Et on travaille dans l'IA et en particulier, on fait du conseil en IA. Et je vais vous parler donc aujourd'hui pendant une vingtaine de minutes de l'IA et en particulier de qu'est-ce que c'est l'IA et en vous donnant donc plein d'exemples. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'IA ainsi que mon collègue Olivier et il y aura donc deux parties. Une première partie sur qu'est-ce que c'est l'IA et une deuxième partie, comme on l'a dit avant, sur différents cas d'application d'IA. Donc, comme je vous l'ai dit, je travaille pour Artifact. On est donc une petite compagnie. On est dirigé par trois cofondateurs qui sont très impliqués dans la compagnie. Et on travaille un peu sur deux aspects. Donc, une partie stratégie dans l'IA. Et on fait aussi donc l'implémentation des projets, ce qui est la plus grosse partie de ce qu'on fait. Donc, aujourd'hui, quand on parle de l'IA, déjà, on en parle souvent. J'ai l'impression quand même que cette dernière année ou 2 ans, on en parle souvent, on en parle de plus en plus dans les journaux, dans le monde du travail. Et donc, c'est quelque chose qui s'est développé très, très rapidement. Donc, je pense qu'il y a 10 ans, on en parlait beaucoup moins, ça semblait beaucoup moins présent. Il y a eu des adaptations qui ont été nécessaires, des changements qui ont été nécessaires, en particulier ces dernières années. Donc, comme on voit là, j'ai sélectionné quelques articles de journaux où donc effectivement l'IA s'est développée très rapidement, les entreprises ont dû adapter donc leur stratégie et donc au début de l'année il y a eu le rapport de Davos où il y a donc beaucoup de choses ont été dites, entre autres qu'un tiers des entreprises prévoient d'allouer donc plus de 25 millions de dollars à l'IA, que c'est une priorité pour 75% des entreprises, que 67% des dirigeants envisagent d'adopter l'IA en 2025.
Donc, c'est quelque chose dont on parle beaucoup et je pense qu'aujourd'hui, on en a tous à peu près entendu parler, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans les infos ou voilà, dans différents médias. Et donc, ça pose la question de, finalement, cette chose dont on parle autant, qu'est-ce que c'est vraiment? Donc, moi, je vais essayer de parler de l'IA en général et d'expliquer un peu des outils pour essayer de comprendre ce que c'est, quels sont les outils à utiliser, dans quel cas ça peut s'appliquer. Et donc, j'ai basé sur ce graphe. Vous avez peut-être déjà vu ce graphe, il est assez banal. Et en fait, donc l'intelligence artificielle, cette grosse partie bleue, donc c'est ça l'IA. Et finalement, on parle un peu du machine learning qui est dedans, un peu du deep learning qui est dedans, puis de la générative AI, et ensuite de ChatGPT. Et ici, comme je veux le montrer, ChatGPT, c'est assez petit dans l'IA. Pourtant, souvent, les gens font un peu un amalgame entre ChatGPT et l'intelligence artificielle. Donc moi, je vais essayer de déconstruire ça et donner des exemples donc de qu'est-ce qui est l'IA, parce que c'est quand même un très grand domaine, et un peu de différencier tous ces différents types. Donc, comme c'est ce qu'on connaît le mieux, je vais commencer par parler de l'IA générative et donc, entre autres, de ChatGPT. Donc, qu'est-ce que c'est l'IA générative? Donc, l'IA générative, c'est cette petite partie-là que j'ai mis sur mon graphe. Et donc, c'est une branche de l'intelligence artificielle dont le but, c'est de créer des données nouvelles. Donc, en d'autres termes, on va montrer des données plein d'exemples de données et on va essayer d'extrapoler. Donc, comme j'ai mis sur mon petit dessin, là, on va montrer plein d'exemples de données. Donc, ici, j'ai pris des étoiles, donc différentes couleurs, différentes formes, différentes tailles, différents nombres. Donc, c'est ce qu'on va appeler les données d'entraînement ou le training set. On va donner ça à une machine, ou même un humain, on peut imaginer, ou à quelqu'un, ou un enfant. Et à partir de tous ces exemples, on va demander à la machine de dire, voilà, maintenant, dessine-moi une autre étoile. Et donc, là, on arrive un peu à s'imaginer qu'à partir de tous ces exemples, la machine, elle est capable, en gros, d'extrapoler. C'est exactement ce que fait l'intelligence. C'est exactement ce que fait l'IA génératif. Et c'est exactement ce que fait donc tous les chatbots, toutes les IA génératives dont on parle beaucoup actuellement, que ce soit ChatGPT ou Mistral ou Claude. Voilà. Et donc, il y a plein d'exemples d'IA génératifs. Il n'y a pas que ChatGPT. Donc, bien sûr, il y a les chatbots dont on parle pas mal. Donc, il y a ChatGPT, bien sûr, DeepSeek, dont on a parlé il y a quelques temps, pas mal dans les journaux. Il y a le chat, donc de Mistral. Et ça ne se limite pas au texte. Il y a aussi des images, donc ça s'appelle la computer vision, comme par exemple DALL-E, qui a été développé d'abord par OpenAI. On peut faire ça avec des audios, donc vraiment générer des audios. Donc, par exemple, je crois que Zoom, ça le fait. Si moi je suis en train de présenter quelque chose, on peut me traduire en live dans une autre langue. Donc, c'est ça, le speech to text transcriptions. Donc, c'est vraiment des choses qui sont intégrées à différents outils qu'on utilise. Et donc, tous ces exemples vont vraiment prendre des données d'entraînement et extrapoler à partir de ça. Donc, c'est super, mais je voulais souligner quand même un aspect. C'est que là, je vous ai donné une définition d'étoile. Mais à partir de là, c'est difficile d'imaginer qu'avec ces définitions d'étoiles que j'ai données sur la gauche, donc mes exemples d'étoiles, c'est dur d'imaginer que mon modèle puisse proposer des étoiles comme on a dans le ciel. Et la raison, c'est parce que moi, j'ai donné une définition d'étoile, donc j'ai créé un biais dans ma définition initiale. Et donc, si je crée un biais dans ma définition initiale, il va aussi avoir un biais dans les données générées. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que bien que l'IA générative, c'est super, on peut faire plein de choses. Actuellement, c'est vachement utilisé et on peut faire plein de choses super avec. Il faut toujours être un peu critique parce que s'il y a un biais dans les données initiales, le modèle va recréer le biais dans les données sorties et dans les données générées. Donc, quand c'est des étoiles, c'est pas bien grave. Mais donc, quand je vous laisse imaginer un biais qui s'applique à la société de manière plus générale, c'est plus problématique. Par exemple, sur les données d'entraînement, la majorité des ingénieurs sont des hommes. Donc, obligatoirement, si on demande à un modèle génératif de générer une image d'un ingénieur, la chance qu'il crée une femme est assez faible. Donc voilà, c'est pour ça que je souligne que bien que ce soit génial et qu'on puisse générer des données nouvelles, ce sera des données nouvelles avec les mêmes biais que les données d'entrée. Donc voilà, en parlant un peu des limites et des risques, donc ça c'est le première limite et risque dont je voulais parler, c'est donc les biais. Il y en a d'autres. Donc par exemple, on va faire quand même attention aux fake news. Donc la première, elle est plutôt un peu rigolote. C'est il y a quelques mois, ou années, je sais plus, quand l'assistant Google n'était pas encore au point, on pouvait demander à Google combien de cailloux il fallait manger chaque jour. Et apparemment, il faut en manger au moins un par jour. C'est bon pour la santé, ça donne des minéraux.
Donc voilà, il faut quand même faire attention un petit peu à ce qu'on nous dit. Les données ne sont pas toujours exactes. Il y a les hallucinations dont on entend pas mal parler. C'est faire dire à une IA quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas vrai, qui n'est pas sourcé. Donc là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, donc j'ai pris le nom de mon père qui fait de la recherche et je lui ai demandé, je demandais à ChatGPT où est-ce que mon père a fait son postdoc. Et en l'espace de quelques messages, donc là, vraiment en 2 messages, j'ai réussi à faire dire à ChatGPT des informations contradictoires. Et donc, ça veut dire que les hallucinations, c'est pas quelque chose qui est rare. C'est extrêmement fréquent. Juste, on s'en rend pas vraiment compte parce que généralement, quand les gens posent des questions à ChatGPT, ils ne connaissent pas la réponse et donc ils se rendent pas compte que la réponse est fausse. Mais il faut toujours être un peu critique des réponses d'un chatbot, que ce soit ChatGPT ou n'importe quel chatbot. Tout ce qui est génératif, il faut être un peu critique. Et bien sûr, au niveau de la protection des données, il faut toujours faire attention parce que c'est des données qui sont renvoyées à l'entreprise pour entraîner de nouveaux modèles. Et donc, en termes de protection des données, c'est problématique. Donc, sur l'IA générative, donc j'ai fait une petite overview et on peut faire des choses merveilleuses avec, mais il faut toujours être critique des réponses générées. C'est pas forcément une source d'infos très précise. Donc voilà. J'ai commencé par vous parler de cette petite zone bleu clair qui est l'IA générative. Et donc, qu'est-ce que c'est tout le reste? Il y a quand même, il reste pas mal de choses. Donc maintenant, je vais vous parler du deep learning, qui est une autre zone, qui est souvent décrit un peu comme une boîte noire. Souvent, les gens, oui, on n'a pas des définitions très faciles à comprendre. Mais en bref, moi, ce que je retiens du deep learning, c'est qu'on cherche à modéliser des relations complexes au sein de données. Donc là, je vous ai mis deux petites images, une qui représente des relations simples, donc les points ils sont plus ou moins en ligne, donc on peut créer une ligne pour interpoler les points. Et avec le deep learning, on peut modéliser des relations plus complexes. Comme là, on a des points qui ne sont pas en ligne, il y a une relation plus complexe au niveau des points, et le deep learning nous permet d'approximer une relation plus complexe. Voilà. Donc, je rentrerai pas plus en détail, mais je vais vous donner plein d'exemples. Par exemple, le deep learning, ça permet de faire plein de choses sur les images, parce que les images, souvent, il y a des relations complexes. Et par exemple, c'est ce qui permet de faire la reconnaissance faciale sur le téléphone, qui permet de déverrouiller les téléphones, les applications pour identifier les oiseaux, donc ça, c'est au niveau de tout ce qui est image. Et tout ça, c'est pas génératif. On ne génère pas de données. On va juste classifier nos données en est-ce la bonne personne? Oui, non. Est-ce le bon oiseau? Oui, non. Donc ici, c'est pas génératif. Pour l'audio, c'est pareil. Je ne sais pas si vous connaissez Shazam, qui est une application pour identifier des images. Donc ça, voilà, ça va être sûrement des algorithmes de deep learning. Et au niveau des textes, il y a Google Translate et l'autocomplete sur le téléphone. Et donc tout ça, c'est selon les algorithmes, ça peut être génératif comme ça peut ne pas l'être selon les algorithmes. Et voilà, c'est ça le deep learning. Et grâce à cette méthode, il y a plein d'algorithmes qui permettent d'approximer de modéliser des relations complexes et d'analyser donc des images, des audios, des textes. Donc voilà. Et ensuite, maintenant que je parlais du deep learning, il y a quelque chose de plus large encore, dont on entend un peu plus parler, qui s'appelle le machine learning. Donc souvent, il y a un amalgame qui est fait entre le machine learning et l'intelligence artificielle, parce que la limite n'est pas forcément toujours très claire. Mais moi, je vais rapidement vous parler de ce que c'est le machine learning. Donc le machine learning, c'est un domaine qui vise à donner la capacité d'apprendre d'elle-même en analysant des données, beaucoup de données. Donc ça, c'est une définition que j'ai prise sur Internet. Donc moi, en bref, c'est pas vraiment ce que je retiens. Ce que je retiens du machine learning, c'est qu'on cherche, à prédire quelque chose. Souvent, on utilise le mot apprendre ou apprentissage. Mais donc, ce qu'on cherche à faire, c'est prédire. Donc, apprendre, c'est un synonyme de prédire dans ce contexte. Et il y a cette question des données, où plus on a de données, plus la prédiction devrait être bonne. Donc, je vais vous donner un exemple pour illustrer ce propos. Par exemple, on va essayer de prédire le taux de remplissage d'un train par les CFM. Donc, on peut utiliser, on va dire, une prédiction théorique. Donc, dire, voilà, on est le week-end du 8 mai. Le 8 mai, les Français sont en vacances, c'est férié, donc les Français vont venir à la montagne en Suisse. Et donc, jour férié, il y aura du monde. En plus, les Français, ils font tous le pont, donc il y a encore plus de monde. En plus, il fait plutôt beau. C'est le début de l'été, on est en mai. C'est un week-end, donc on va dire les trains vont être remplis. La prédiction, c'est à la louche 70%. Donc ça va être une prédiction théorique. Mais une autre manière de prédire la même chose, donc de prédire le remplissage d'un train, c'est de dire bon, moi, je sais pas trop ces paramètres. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'année dernière, à la même époque,
et les trains étaient très remplis. Et l'année d'avant, c'était pareil. Et l'année encore d'avant, c'était pareil. Et donc là, on va regarder des données, et à partir de ces données, on va extrapoler à cette année. Et c'est ça du machine learning. On va juste prendre des données qu'on a déjà. On a déjà la réponse pour ces données. On sait à telle année quel était le taux de remplissage du train. Et on va extrapoler sur l'année actuelle. Et c'est ça du machine learning. Et donc, comme vous voyez, ça rentre parfaitement dans la définition que je vous ai donnée. On cherche à prédire quelque chose. Et plus on a de données, plus la prédiction devrait être bonne. Si on prend les 50 années précédentes, on va avoir quelque chose de plus précis que si on prend uniquement les 3 années précédentes. Et c'est exactement ça, le machine learning. Et donc, à la fin, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est tout ça. C'est tout ça et un peu plus. Donc, l'intelligence artificielle, en bref, c'est une grande partie des tâches réalisées par ordinateur. Donc, ça dépend un petit peu des définitions. Je ne vais pas rentrer dans un débat sur la définition de l'IA, mais c'est tout ça. Et ça inclut le machine learning, le deep learning, l'IA génératif. Et ça regroupe vraiment beaucoup de choses. Donc là, j'ai pris 3 exemples. Par exemple, donc, des analyses et des prévisions de vente en utilisant les années passées ou les mois passés ou les jours passés. Donc ça, c'est un exemple de machine learning. Des algorithmes de recommandation pour, par exemple, faire du marketing, dire voilà, la personne est jeune, habite dans telle région, est intéressée par tel produit, donc on peut lui recommander tel autre produit. Donc ça aussi, c'est du machine learning. On se base sur des données, c'est de l'IA, on se base sur des données, on essaie de prédire quelque chose. Et donc l'analyse et l'extraction de textes automatisés, on peut faire aussi de la sentiment analysis, savoir si les textes sont positifs, négatifs. Ça se fait beaucoup dans les médias pour filtrer un peu les contenus. Et donc tout ça, c'est des exemples d'applications d'intelligence artificielle. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est large et c'est un outil. C'est pas une fin en soi. C'est un espèce de gros sac à outils avec plein d'algorithmes, de méthodes dedans qui permettent vraiment de faire plein de choses selon les besoins. Et donc, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Pourquoi est-ce que l'IA, on en parle tant aujourd'hui? Donc là, je monte un petit graphe au cours du temps, donc je vais pas le lire en détail, mais en gros, ce que je veux montrer là, c'est que l'IA, c'est pas nouveau. Les premiers avancées sur l'intelligence artificielle, c'est entre 1930 et 1960, selon les définitions, avec la machine de Turing, par exemple, qu'on peut prendre comme point de départ en 1950. Et depuis 1950, il y a eu plein d'avancées. C'est passé plein de choses. Il y a eu donc le début de l'intelligence artificielle. Donc une des définitions, c'est donc, par exemple en 1956, le deep learning qui a été beaucoup développé depuis les années 80 et l'IA générative qui se développe depuis 2010. Et alors donc pourquoi est-ce qu'on en parle tant aujourd'hui? Les raisons pour lesquelles on en parle tant, c'est que premièrement, bien que l'IA se soit beaucoup développée dans les années 80, les algorithmes ont été développés, mais on n'avait pas forcément la puissance de calcul qui permettait d'utiliser ces algorithmes. Et depuis quelques années, on a des ordinateurs de plus en plus puissants. Et donc, grâce à la nouvelle puissance de calcul de nos ordinateurs, on peut faire beaucoup de choses. Deuxièmement, ChatGPT a quand même fait quelque chose. Il y a eu une adoption très, très rapide, avec plus d'1 million d'utilisateurs en 5 jours. Et donc, ça a changé quelque chose. Tout le monde a commencé à utiliser différents outils d'IA, alors qu'avant, c'était plus niche, réservé à certains domaines. Et aussi, il y a eu un développement très rapide, donc pour de nouvelles applications, un large public et aussi des modèles qui sont multimodaux et donc qui permettent de gérer en même temps du texte, des images, des sons, vraiment différentes choses. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup actuellement. Mais en soi, l'IA, c'est pas nouveau. Ça existe depuis 70 ans. Voilà. Et donc, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que premièrement, comme je viens de le dire, l'IA, c'est pas nouveau. Deuxièmement, l'IA, ça ne se résume pas à l'IA générative, comme souvent on entend parler dans les médias. Souvent, les gens utilisent chatbot et IA dans la même phrase de manière un peu interchangeable, et encore moins un ChatGPT ou n'importe quelle autre marque. Et aussi, l'IA, c'est un outil. C'est vraiment un outil et on l'adapte à nos besoins. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait à Artifact. Nous, on fait donc un peu de stratégie, donc on aide bien sûr les entreprises à comprendre ce que c'est l'IA, comme je fais aujourd'hui une petite présentation, et aussi donc à définir quels sont les objectifs.
Et ensuite, on fait l'implémentation qui vraiment va dépendre des besoins du client et d'un cas particulier. Mais donc, l'IA, c'est pas quelque chose qu'on attache à une solution existante toute faite, c'est vraiment quelque chose qu'on adapte, selon les besoins, selon le cas de le use case, selon plein de choses. Voilà. Et ben, je pense que c'est tout pour moi pour cette première partie sur qu'est-ce que l'IA. Et donc voilà, là j'ai fini la présentation sur qu'est-ce que l'IA et est-ce que j'enchaîne directement sur les use cases. Ok, à moins que vous, Olivier, vous avez quelque chose maintenant? Non, c'est tout bon, je parlerai après la deuxième présentation d'Emma. Merci. Ok, eh ben, allez-y, Emma. Super, merci. Alors, je continue. Donc, maintenant que je vous ai parlé de qu'est-ce qu'était l'intelligence artificielle, maintenant, je vais d'abord présenter un cas d'utilisation de l'intelligence artificielle, qui est un projet sur lequel j'ai travaillé il y a quelques temps. Donc, c'est vraiment un cas d'utilisation, c'est une dizaine de minutes. Et ensuite, Olivier vous présentera un autre cas d'utilisation sur lequel il a travaillé il y a quelques temps. Donc, je vais vous parler de moteur de recherche. Donc, on sait tous à peu près ce que c'est un moteur de recherche. Je pense qu'on utilise tous Google depuis longtemps. Et l'IA, ça permet de faire des choses nouvelles au niveau des moteurs de recherche. Donc là, c'est un projet où c'est un moteur de recherche sans mots-clés. Donc sur Google, quand on cherche quelque chose, on met tous des mots-clés. Et ben là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir parler de manière plus naturelle à un moteur de recherche, d'exprimer ce qu'on a envie de chercher de manière plus naturelle et de ne pas devoir utiliser des mots-clés. Donc, j'ai fait ce projet avec des chercheurs à l'université à Berkeley. Et donc, c'est des chercheurs qui travaillent beaucoup avec des documents scientifiques, en particulier des papiers scientifiques. Et donc, ils utilisent beaucoup Google Scholar. Et Google Scholar, il y a des limites. Parce que, voilà. Et donc, je vais vous parler de ce projet. Donc, l'idée, c'est de créer un outil de recherche plus intelligent. Un outil de recherche qui permet, de manière un peu plus fluide, de faire des recherches. Donc, à qui ça s'adresse? À toute personne qui cherche des documents dans une grande base de données. Donc, dans notre cas, c'était pour des brevets et des papiers scientifiques. Donc, on avait une base de données avec des centaines de millions de papiers. Donc, dans ce cas-là, c'était appliqué à la recherche, mais vu que ça peut être n'importe quel document, ça peut s'appliquer à n'importe qui. Et le but, c'est de pouvoir chercher les documents les plus pertinents sans avoir besoin de mots-clés précis. Donc, actuellement, il y a un peu deux outils pour faire ça qui sont à l'extrême opposé. On a un moteur de recherche classique, comme Google, ou Google Scholar, ou Google Patent, où on va entrer des mots-clés. À partir des mots-clés, l'outil va nous donner des résultats. Et donc ça, c'est vraiment un extrême. L'autre extrême, c'est utiliser un chatbot et demander au chatbot, donne-moi des informations sur tel sujet. Donc là, j'ai pris l'exemple des véhicules électriques. Les limites avec ces deux méthodes, c'est que pour le moteur de recherche, on va être limité par plusieurs aspects. Premièrement, les synonymes. Si on utilise le mot voiture ou véhicule pour chercher des informations sur les véhicules électriques, on ne va pas avoir les mêmes résultats. Selon la précision des mots qu'on utilise, on va avoir trop ou trop peu de résultats. Donc, si je dis juste véhicule électrique, je vais avoir 4 millions de résultats. Donc, pour chercher ce qui m'intéresse, c'est un peu limitant. Et aussi, dans tous les moteurs de recherche qu'on trouve sur Internet, généralement, les classements sont très obscurs. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de chercher pour comment étaient classés les résultats sur Google ou sur Google Scholar. Leurs algorithmes sont extrêmement obscurs et on n'a pas les informations. C'est Google qui utilise sa méthode et on n'a pas les informations dessus. C'est absolument pas transparent. À l'autre extrême, pour l'IA générative, même si l'IA générative et le chatbot nous donnent des informations qui semblent tangibles, c'est pas le cas. C'est pas précis. Il n'y a pas d'accès à certaines données. Si on demande certaines données sur par exemple des gens ou des papiers scientifiques, au mieux, on nous donne pas. Au mieux, le chatbot répond qu'il ne peut pas nous donner l'information. Au pire, il va halluciner ou donner des réponses fausses. Faut faire attention aussi aux biais. Et au niveau de la protection des données, comme j'ai dit avant aussi, les données renvoyées, les données vont être envoyées à l'entreprise, donc ça peut être embêtant pour certains cas. Donc voilà, on a un cas où c'est difficile de trouver des données quand on n'a pas les informations très précises ou quand on n'a pas les bons mots, les synonymes. Et dans l'autre cas, on a un problème parce qu'on n'a pas
des informations précises et tangibles à la fin. Donc nous, on a travaillé sur cette solution qui est une solution où en entrée, on donne un texte. Donc voilà, ici j'ai mis je veux d'un papier scientifique sur les véhicules électriques qui quantifie à quel point les véhicules électriques sont mieux que les voitures thermiques. Et à partir de cette phrase, qui est écrite comme on parlerait, et ben, l'outil va me donner une liste de papiers scientifiques les plus reliés et les plus pertinents par rapport à ma demande. Et donc, la raison pour laquelle ça marchait vachement bien, c'est que premièrement, il y a la possibilité d'intégrer des données qui sont internes ou externes, que ce soit des documents textuels, des images qui sont internes à l'entreprise, ou bien qui sont des données qui peuvent être sur Internet ou peu importe. C'est un outil où au niveau de la protection des données, on n'a plus de problème parce que c'est un outil interne. Donc, ça ne renvoie pas les données à une entreprise extérieure. Le classement des résultats, il est personnalisable. Et enfin, vu qu'on n'a plus de mots-clés, on n'a plus le problème des synonymes. Le modèle va vraiment utiliser toute la phrase et la signification de toute la phrase et va donner le contenu le plus pertinent. Donc, au niveau de ce qu'on a appris sur ce projet et ce que les chercheurs nous ont appris, c'est que ce genre d'outil, ça marchait vachement bien et c'était très utile pour les gens qui n'étaient pas experts sur le sujet. La raison, c'est que les experts, généralement, ils connaissent déjà les documents qui les intéressent. Les non-experts, premièrement, ils connaissent pas bien les documents et en plus, ils n'ont pas les mots exacts. Donc, ce problème avec les synonymes, ça crée vraiment un problème. Aussi, le classement est personnalisable, ce qui permet d'avoir quelque chose de plus transparent et d'adaptable aux besoins. Il y a moins de biais dans le classement. Les résultats étaient plus variés par rapport, vu qu'on utilise toujours les mêmes outils, on est habitué à avoir un certain biais et certains résultats. Là, avec un outil différent, on a aussi des résultats plus variés, donc des résultats qui n'apparaissent pas d'habitude, mais là qui apparaissent. Et encore une fois, la chose intéressante, c'est que cette fois, on est capable d'intégrer plusieurs types de données, que ce soit des textes, des images, et ça fonctionne de la même manière. On rentre une description de ce qu'on veut et l'outil nous retourne les données les plus pertinentes. Au niveau du retour sur expérience des chercheurs, donc comme j'ai dit, c'est une solution particulièrement adaptée pour les non-experts. Le classement, c'est très important. Ça a des applications très diverses. Donc ensuite, on nous a demandé, donc ça pouvait s'appliquer à la librairie, à la bibliothèque, à plein de choses. Et enfin, le dernier point, c'est ça demande quand même un effort pour changer ses habitudes. On a tendance à s'habituer à utiliser le même outil, on sait bien comment ça marche, on fait notre petite chose comme on est habitué. Et quand on change d'outil, ça demande un effort, mais à la fin, ça paye. Et donc enfin, comme je vous l'ai dit, c'est un moteur de recherche. Donc ça s'applique à plein de choses. Ça s'applique pas forcément aux documents scientifiques. Ça peut s'appliquer à des documentations techniques. Par exemple, si on a un problème si j'ai un problème avec ma voiture, et j'ai un livret avec une documentation de 500 pages, je serais contente d'avoir un outil qui me permet de trouver la bonne page et de savoir comment régler mon problème rapidement, ça c'est sûr. Donc ça s'applique vraiment à plein de cas où on a des produits techniques avec des longues documentations qui sont compliquées à retenir, compliquées de savoir où est l'information. De la même manière, ça s'applique très bien aux documents légaux. Donc nous, on travaille aussi sur les brevets, et parce que pareil, c'est des documentations très importantes, grande, et chercher dedans, c'est compliqué, c'est fastidieux, c'est long. Ça s'applique aussi à la veille technologique, donc un petit peu de la même manière. Et enfin, l'exemple que j'ai pas mis ici, c'est un nouveau projet sur lequel on travaille à Artifact, où on fait un outil de recherche pour chercher des vidéos, un peu comme sur YouTube. Et de la même manière, à la place de devoir chercher avec des mots-clés, on développe une solution où à partir d'un texte que l'utilisateur entre, l'outil nous retourne les vidéos les plus pertinentes en prenant en compte donc les transcriptions des textes, mais aussi les images de la vidéo. Et voilà, ça permet d'avoir un outil de recherche plus adapté. Donc, c'est vraiment pas limité au texte, mais ça marche tout aussi bien avec des images, des vidéos. Et donc, ça peut s'appliquer vraiment à n'importe quel cas d'utilisation que vous pouvez avoir. Je pense que c'est tout pour moi. Donc, Olivier, je te laisse continuer, présenter ton cas d'étude. Merci beaucoup, Emma. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Voilà, est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous voyez l'écran, que vous m'entendez bien? On vous entend et on voit. C'est parfait, merci.
Parfait. Alors voilà, là, je vais vous parler d'un deuxième projet. Ce sera à propos de la prédiction de consommation électrique. Alors, comme on l'a dit dans l'introduction, c'est du forecasting. Je pense que c'est assez intéressant parce que pour ce projet-là, là où habituellement, souvent, on utilise le machine learning, l'IA, un peu comme la cerise sur le gâteau, où ça va être pour améliorer le confort des utilisateurs. Là, on est vraiment dans le noyau de l'entreprise, le noyau du business, et c'est une pièce centrale de ce business. Donc, on parle de quoi? C'était un projet qui a été fait pour le département de trading d'un énergéticien suisse. Et le but, comme vous l'avez compris, c'est de prédire la consommation électrique de leurs clients sur une zone géographique donnée. Si on reprend un peu le schéma de l'univers de l'IA que nous a présenté Emma avant, vous voyez qu'ici, on se situe dans le machine learning. Alors, j'ai mis quand même l'étoile relativement proche du deep learning parce que là, si vous avez retenu un des messages principaux d'Emma, c'est que tout ce qui concerne l'IA, c'est vraiment des outils. Et on peut prendre différents outils de notre boîte à outils, si on veut, puis les assembler selon nos besoins. Et puis là, pour cette solution, même si la solution globale pourrait être catégorisée comme étant du machine learning, il y avait aussi des éléments de deep learning. Alors, c'est très important de comprendre un peu cette modularité dans une solution. Pour vous aider à comprendre ça, j'ai essayé de faire un joli dessin. Alors, joli, je ne sais pas, mais en tout cas, un dessin. En bas, vous avez les heures de la journée. On va suivre le déroulement d'une journée. Et à gauche, vous avez la consommation électrique, donc les mégawatts de cette journée. Et ce que vous voyez là sur l'écran, c'est le profil typique, on va dire, d'une journée donnée. Donc, à 4 heures du matin, on a les chauffe-eau qui s'allument. Ça, c'est fait de manière automatique. Une fois qu'ils ont chauffé l'eau, l'électricité consommée baisse, les gens se lèvent gentiment, partent au travail, et tout à coup, à midi, ils ont le repas. Donc là, on produit un peu plus. On allume peut-être les plaques, le four, etc. L'après-midi, ça baisse un peu, et rebelote, lors du souper du soir, on réallume les différents instruments électriques pour faire notre repas, et ça consomme un peu plus. Donc voilà, il y a peut-être certaines personnes qui se demandent ce que c'est ce creux, en fait, l'après-midi, parce que quand même, je veux dire, alors oui, les gens ne mangent pas, d'accord, mais il y a d'autres choses qui demandent de l'électricité, par exemple les industries, et ça doit consommer quand même beaucoup. Et alors, vous auriez totalement raison de penser ça, c'est que là, je vous montre le profil typique d'une journée ensoleillée. Et qu'est-ce qui se passe justement si il fait pas beau, en fait? Eh ben alors là, les panneaux solaires vont moins bien fonctionner. Donc les panneaux solaires, c'est de l'énergie que cet énergéticien ne doit pas produire, ne doit pas donner à ses clients. Et donc ici, on ne la compte pas comme une demande d'énergie. Et par contre, s'il pleut, s'il y a des nuages, s'il fait moins beau, eh ben la demande d'énergie va augmenter. Les clients vont moins produire d'électricité et donc vont demander plus d'électricité. Alors, c'est jamais un problème si Météo Suisse ne s'est pas trompé et puis qu'on sait à l'avance qu'il va faire moins beau demain. Ça, il n'y a aucun souci, on peut le prévoir. Mais par contre, c'est un problème quand Météo Suisse, par exemple, se trompe. Et alors là, il va y avoir un pic de demande d'électricité, ce que vous voyez ici, et on va devoir combler cette électricité. Et si on n'en a plus, par exemple, allumer un barrage, c'est pas juste appuyer sur un bouton et après, en quelques secondes, on a de l'électricité. Non. Pour avoir de l'électricité vraiment au très court terme, on va devoir acheter cette électricité sur les marchés boursiers, donc soit en Suisse, soit à l'étranger. Et quand on a besoin d'acheter de l'électricité vraiment à court terme, comme ça peut des fois se faire au prix fort. Ça peut coûter très cher. Et donc là, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir la meilleure prédiction possible pour se tromper le moins possible finalement et avoir moins de coûts à payer dans le cas où on se trompe un peu. Pour revenir au niveau technique, donc là, on est vraiment dans le domaine des séries temporelles, des time series en anglais. On fait de la prédiction à court terme, de 15 minutes à 5 jours. Comme je vous l'ai dit un tout petit peu en introduction, là où habituellement, peut-être avec les projets de machine learning, très souvent, si on a une solution qui a une performance, peu importe ce que c'est comme sujet, qui est de 85%, si on considère que c'est assez pour nous, on va pas investir plus de ressources pour arriver à 86% de performance. Alors là, c'était très intéressant ce projet au niveau plutôt technique, parce que justement, ces 1% de performance en plus ici valait la peine parce qu'il y avait des gains financiers gains financiers potentiels en tout cas, relativement importants en fin de compte. Donc là, ça valait vraiment la peine d'aller gratter toute la performance possible. Peut-être ensuite, s'il y a des professionnels qui travaillent dans le domaine, ça permettait ensuite de passer des ordres sur les marchés intraday et day ahead.
Avant cette solution, ces prédictions étaient faites par les traders. Donc, c'était fait manuellement. Tous les matins, un trader était chargé de faire ces prédictions. Donc, il prenait météo suisse, il prenait lundi, il regardait par la fenêtre et avec son expérience, il faisait une prédiction. Et c'est très intéressant parce que le fait qu'avant c'était fait manuellement, ça veut dire que tout le processus était fait manuellement. Là, et je vais vous montrer encore après dans les résultats pourquoi exactement, mais avoir des prédictions automatiques et de bonne qualité, surtout parce que oui, c'est quand même important, eh ben, ça permet d'ensuite automatiser d'autres étapes du processus et par exemple aller, alors là, c'est pas encore fait ou c'est peut-être en train d'être fait, ça je ne sais pas, vers le placement d'ordres automatiques. Et donc, avoir un système qui va placer automatiquement des ordres, acheter et vendre en fonction de ce qu'il a besoin. Et donc, si on regarde un peu les résultats un peu plus en détail, donc d'abord, c'était des meilleures prédictions. Alors oui, parfois les traders, en utilisant leur expérience, faisaient des meilleures prédictions pour des points donnés, pour des heures données, mais en moyenne, en fait, les modèles sont quand même meilleurs et bien meilleurs. Et ça, on se rend compte surtout, c'est que un modèle est très cohérent et stable dans le temps, c'est-à-dire qu'il va toujours être meilleur. Là où un humain, ben, il suffit qu'il ait mal dormi un peu la veille, qu'il loupe une information, et peut-être, eh ben, il va se tromper. Un autre intérêt d'avoir une solution complètement automatisée de machine learning, d'IA, c'est que c'est, en tout cas dans ce cas-là, complètement à la demande. Comme je vous l'ai dit avant, un trader, il prenait environ 3 heures pour faire sa courbe. Et si tout à coup on se rendait compte que météo suisse, ils se sont peut-être trompés, on va prendre plutôt les informations de lundi. Eh ben, il doit mettre à jour sa prédiction. Et ça, alors suivant ce que c'est comme différence, ça peut prendre du temps aussi, 1 heure, 2 heures. Là où maintenant, si on a le modèle, on clique sur un bouton, on attend quelques secondes, quelques minutes, et on a la prédiction. Ah, Météo Suisse a envoyé une mise à jour de leur météo, par exemple. On reclique sur le bouton, et voilà, on a de nouveau une prédiction. Donc ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant aussi parce que ça permet de facilement partager ces prédictions. Alors dans ce cas-là, on a partagé ces modèles avec les équipes de maintenance, en tout cas des prédictions des modèles avec les équipes de maintenance. Et donc on a développé un modèle pour un département et on a pu avoir des externalités positives, si on parle un peu d'économie, pour d'autres départements. Là, dans ce cas-là, c'était pour planifier les maintenances électriques. C'est aussi important de noter que je vous ai parlé de l'auto-trader avant, on n'en est pas encore là. Alors là, il y avait une volonté, c'était intentionnel, de garder les traders dans la loupe, dans le processus décisionnel surtout. Donc c'est eux qui choisissent en fait s'ils doivent faire confiance aux conseils du modèle ou alors s'ils doivent les adapter ou alors ils pensent qu'il y a eu un problème et ils font leurs prédictions eux-mêmes. Alors voilà, la plupart du temps, ça marchait quand même très bien, et ça permet surtout de libérer des ressources. Donc, comme je vous l'ai dit, il prenait 3 heures, maintenant c'était quelques minutes. Maintenant, c'est sûrement quelques minutes. Au début, c'était quand même une demi-heure parce qu'on vérifiait, il vérifiait correctement que le modèle était logique, qu'il n'y avait pas de résultats aberrants. Donc ça, c'était pour les résultats. On a appris pas mal de choses en faisant ce modèle et peut-être la chose la plus surprenante, alors au-delà du niveau technique, parce que ça, c'est peut-être moins intéressant. La chose la plus surprenante, c'est que on n'avait pas du tout pris en compte, ou alors en tout cas pas assez, la confiance des utilisateurs en l'outil. Alors là, peut-être que nos collègues de la traduction pour les modèles c'est une problématique qui arrive souvent dans votre domaine, mais nous là on s'était dit on va faire la prédiction, s'ils trouvent que si on peut prouver que la prédiction est meilleure, ils ont qu'à l'utiliser. En fait non, parce que justement il y avait des fois des erreurs avec le modèle, alors peu importe la raison, des fois c'était des problèmes de modélisation, donc là c'était nous qui avions mal fait notre job, qui n'avions pas prévu des cas, mais parfois c'était des erreurs dues à la qualité des données, peut-être la météo avait été mal reçue, une transformation avait été mal faite par exemple. Et dans ce cas-là, quand il y avait un problème, les traders bien sûr le remarquaient parce qu'ils étaient encore dans le processus décisionnel, ils font pas ça aveuglément, et par contre, pour que ces traders, ces utilisateurs refassent confiance au modèle, ça pouvait prendre pas mal de temps. Il fallait qu'ils refassent de nouveau des prédictions excellentes et qu'il n'y ait plus aucun problème avec ces prédictions pour qu'ils refassent confiance au modèle. Et donc ça, c'était un aspect qu'on avait pas pris en compte, ou en tout cas pas assez pris en compte. Et c'est renforcé aussi par un point, là je l'ai pas touché, elle m'a mentionné très rapidement, par l'effet un peu black box des modèles. Donc
voilà, au niveau théorique, déjà, il faut avoir peut-être un bagage pour comprendre. Et il y a même certaines choses qu'on comprend pas tout à fait. Là, c'est les modèles, par exemple, un peu plus de deep learning. Et ensuite, au niveau pratique de l'expérience, ça prend quand même beaucoup de temps pour essayer de jauger un peu l'impact qu'auront certains paramètres, certaines valeurs sur la prédiction in fine. Et donc, cette confiance, comme je l'ai dit un peu, elle est très liée à la qualité des données et à l'infrastructure informatique. Alors, c'est peut-être un peu une évidence, mais ça fait jamais de mal de le rappeler. Si on donne des mauvaises données en entrée au modèle, eh ben, on aura très probablement, en tout cas, des mauvaises données en sortie. Alors, ça revient un peu à l'histoire de biais dont vous a parlé Emma avant, mais c'est ça. Et la qualité des données, elle est vraiment liée à l'infrastructure informatique, parce qu'on peut vraiment imaginer une chaîne, un maillon une chaîne avec plusieurs maillons, et chaque maillon est responsable de quelque chose, mais chaque maillon peut casser à un moment ou à un autre. Donc, c'est très important d'avoir un système qui nous permette, d'un côté, de monitorer ces différents maillons et surtout d'être alerté s'il y a quelque chose qui se passe mal pour s'en rendre compte avant et potentiellement, on espère le réparer avant que ça arrive sur la prédiction et puis que là peut-être on remarque quelque chose de mal ou le pire justement qu'on ne le remarque pas et que ça nous péjore une fois que c'est trop tard. Alors voilà, là je vous ai parlé beaucoup de séries temporelles, c'est un cas relativement précis, mais on peut imaginer aussi d'autres cas d'utilisation, d'autres cas d'études de ces séries temporelles. Quelque chose qu'on fait assez souvent dans l'industrie, c'est qu'on va essayer, cette fois, au lieu de prédire de l'électricité, une consommation électrique, on va prédire la probabilité d'une certaine machine sur une chaîne de production de tomber en panne dans le futur. Et on peut décider, par exemple, que si cette probabilité est de plus de 50%, eh ben, on va envoyer une équipe de maintenance préventivement sur cette machine. Et donc là, voilà, un gain de temps, d'argent. Un deuxième cas d'étude serait la prédiction de vente. Je pense que ça peut être relativement facile à comprendre. Là, vous prenez exactement ce que je vous ai présenté, vous remplacez les mégawatts par soit un chiffre d'affaires, soit des articles vendus, et vous avez, voilà, on peut essayer. Vous avez une prédiction de la vente, soit article, soit chiffre d'affaires, d'un certain magasin ou d'une région ou d'un pays. Très intéressant aussi. Si on prend une autre approche peut-être un peu plus théorique dans le sens statistique, un peu plus du côté modélisation, mais qui est aussi du machine learning, suivant les modèles qu'on utilise, et peut-être un peu plus long terme aussi, on peut essayer d'estimer les effets de choc. Donc là, on a vraiment l'exemple actuel. Qu'est-ce qui se passe si demain, on a une taxe de 30% à l'import, à l'export? Comment ça va impacter ma chaîne de prédiction, mon chiffre d'affaires? Qu'est-ce qui se passe si cette taxe est en fait pas de 30%, mais de 40%, de 20%? Et donc, on peut essayer d'estimer ces effets. Et donc, ça, c'est très intéressant pour la stratégie business, en fait, à peut-être un peu plus long terme. Mais ce qui est important de comprendre ici avec ces exemples, c'est que, et pas seulement avec les séries temporelles, c'est qu'on la seule limite, c'est notre imagination. Il suffit de penser à quelque chose et alors avec le bon partenaire et avec les bonnes ressources, on peut utiliser l'IA, le machine learning, partout. Donc voilà, on en est déjà à la conclusion. Si j'essaie de résumer un peu ce qu'on a dit avec Emma aujourd'hui, on a commencé par essayer de comprendre ce qu'était l'IA. Et là, j'ai l'impression qu'on a dit ce mot plein de fois aujourd'hui, boîte à outils, mais c'est peut-être la phrase, les 2-3 mots à retenir pour définir tout ça. C'est une boîte à outils avec des outils qui sont certes extrêmement puissants, mais ils s'adaptent à nos besoins. Et on peut vraiment en faire à peu près ce qu'on veut. Donc maintenant qu'on connaît l'IA, on sait ce que c'est, on doit savoir pourquoi l'utiliser. Là, on aime bien, en tant que consultant, on aime bien catégoriser un peu les cas d'utilisation de l'IA en 3 grandes catégories. Donc, on a tout d'abord l'augmentation de nos capacités. Donc là, on a vraiment en tête peut-être ChatGPT qui nous aide à rédiger un email, qui nous aide à traduire quelque chose, à faire un résumé. On a aussi, c'est ce dont on vous a plus parlé aujourd'hui avec Emma, ce qui est de l'automatisation ou de l'optimisation de certaines étapes d'un processus. Donc là, c'est ce dont on vous a parlé aujourd'hui. Et là, on a une troisième catégorie qui nous touche peut-être un peu moins, qui est un peu plus niche, qui est l'innovation. Donc là, il faut imaginer peut-être OpenAI qui crée ChatGPT. Comme on l'a vu, alors la technologie qui était derrière existe déjà peut-être depuis un moment, mais en tout cas, ils l'ont popularisé. Et puis, ça a un but de disrupteur d'une industrie ou d'un segment de l'économie. Alors bien sûr, est-ce qu'il avait déjà ce but? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est une révolution
solutions, plus ou moins grosses selon de quelle partie, selon de quel camp on est. Donc voilà, on sait ce qu'est l'IA, on sait pourquoi l'utiliser et maintenant où commencer. Donc ça, c'est la grande question. Nous, avec notre expérience, on dit, on conseille à tout le monde de faire ça, c'est juste qu'il faut commencer. Alors bien sûr, c'est simple à dire, mais c'est le principal. Il faut mettre la main à la pâte, il faut choisir, alors de préférence, un projet peut-être un peu plus petit, si on a moins d'expérience en IA, mais il faut commencer, mettre la main à la pâte et on se rend assez vite compte, en fait, alors peut-être des types de profils, mais en tout cas des points bloquants, que ce soit au niveau de l'infrastructure informatique, que ce soit au niveau des objectifs qu'on s'est fixés, etc., etc., etc. Et on se rend assez vite compte de ce qu'on a besoin. Et tout ça, c'est chapeauté, si on veut, par une stratégie IA. Donc, ça peut être intéressant, si on veut voir les choses un peu en plus grand, de se poser la question de si ça vaut la peine d'avoir une stratégie IA. Nous, on pense que c'est nécessaire et c'est ce dont on peut vous aider. On peut vous aider à faire ça, donc soit au niveau de l'implémentation, soit au niveau de la stratégie. Donc voilà, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Merci encore pour votre attention. Merci pour l'invitation à Commerce Suisse, de Commerce Suisse. Merci à Barbara aussi. Vous voyez ici nos adresses email, donc n'hésitez pas, je sais qu'on a un temps pour les questions après, mais si vous cogitez un peu cette nuit et que vous pensez à certaines autres choses, quelque chose vous vient en tête, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou un message sur LinkedIn, bien sûr, puis on se fera un plaisir d'essayer de vous répondre. Voilà. Eh ben, un grand merci pour ces informations très intéressantes, en effet. On répondra aux questions à la fin de manière regroupée. Et je vais donc directement passer à Jessica Kruger et Lucas Maire de Apostrophe. Jessica Kruger est directrice d'Apostrophe Lausanne et Lucas Maire est Head of Digital Transformation and Products. J'ai demandé à DeepHealth comment ça se traduit en français. C'est responsable de la transformation numérique et des produits. Donc, je passe la parole à Jessica Kruger. Merci beaucoup. Alors, et puis merci pour la présentation précédente, très intéressante. Alors, je vais partager mon écran. Alors, dites-moi si c'est bon. Un petit signe de la main, c'est bon. Ok, cool. Bon, on voit Apostrophe, oui, c'est bien. C'est bon. Okay. Alors, voilà, donc pour cette petite présentation, on pensait peut-être, voilà, vous venez de nous présenter peut-être un mot de plus, si tu veux dire, Lucas, ce que tu fais chez Apostrophe. Oui, voilà, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Lucas Maire. Comme vous avez déjà entendu, moi, je suis Head of Digital Transformation Products. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que je suis responsable pour toute l'innovation, tous les produits qu'on crée chez Apostrophe qui sont aussi liés à l'IA, par exemple. Et je travaille beaucoup avec justement tous les directeurs, directrices des entités différentes et avec le sales team et avec notre équipe IT. Donc, je suis un peu parmi toutes les équipes, en fait. Et avec certains de nos clients aussi. Évidemment. Voilà. Et puis, moi, alors Jessica Kruger, donc directrice d'Apostrophe à Lausanne. Je dirige l'entité suisse romande d'Apostrophe ici à Lausanne. Et puis, ça fait à peu près, j'ose plus compter, probablement plus de 20 ans que je suis dans cette industrie et qui a vu beaucoup de transformations, comme on va le voir. Alors, peut-être juste une vue de ce qu'on va regarder aujourd'hui, donc juste voir un petit peu comment, qui nous sommes et puis comment l'IA est intégrée dans nos services. On va regarder peut-être un petit historique de l'IA, alors pas aussi complet que tout à l'heure, mais tout de même. Et puis on va montrer peut-être une de nos solutions qui utilise l'IA et puis une étude de cas. Alors donc très brièvement, qui nous sommes. On est le plus grand prestataire de services linguistiques en Suisse. On est présent sur 5 sites et on est actif depuis une trentaine d'années dans le domaine des services linguistiques. Et puis, ces dernières années, on s'est beaucoup développé et on a un peu modifié notre approche justement pour intégrer
un consulting dans le domaine précisément des langues qui allie toute l'expertise linguistique historique qu'on a accumulée à travers les années, mais aussi les technologies de pointe, notamment les technologies IA, à travers une nouvelle structure au sein d'Apostrophe, Apolab, dont fait partie Lucas, et avec lesquels on travaille avec beaucoup d'ingénieurs en IA et les dernières technologies de notre industrie. Alors, tout ça ne veut pas forcément dire qu'on a aussi abandonné tous nos services traditionnels. Donc, on continue à être actif dans tout ce qui est traduction classique, on va dire, mais on a beaucoup, et c'est l'objet de la présentation aujourd'hui, on a aussi beaucoup développé l'axe des solutions, du consulting, pour répondre en fait aux attentes de nos clients qui ont évolué à travers le temps. Et ce qu'on va peut-être faire en fait avant de se lancer en fait dans les cas et dans les outils, alors on a préparé une petite frise temporelle qui montre ou chronologique qui montre en fait l'évolution des technologies de la traduction en particulier. Ça recoupe un peu ce que disait Emma aussi, mais vraiment appliqué à à la traduction. Et ce qui est important à souligner, c'est qu'en fait, dans le domaine linguistique et de la traduction, on utilise ces technologies depuis la nuit des temps, finalement. On a toujours été très, en tout cas chez Apostrophe aussi, on a toujours utilisé des technologies d'aide à la traduction pour optimiser les délais de livraison, la qualité des services et aussi offrir des services compétitifs à nos clients. Ce qui a changé, par contre, c'est vrai que c'est les technologies elles-mêmes et la variété d'outils, puis aussi l'intérêt, on va dire peut-être de nos clients pour ces technologies émergentes, puisque tout le monde parle aujourd'hui de ChatGPT ou d'autres outils qui permettent de faciliter soit la rédaction de contenu ou leur traduction. Et donc, ces outils, ils sont devenus indispensables aujourd'hui pour optimiser les budgets de traduction, pour accélérer le time to market des produits de nos clients et puis aussi gagner en productivité. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement, ces technologies, elles sont pas nouvelles. Dans le domaine de la traduction en particulier, dans les années 50, on voit tout ce qui est technologie de traduction assistée par ordinateur. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle à ce stade, mais simplement pour dire qu'on travaille on a déjà en tête des solutions qui vont nous permettre de recycler des contenus, de réutiliser des données, d'avoir ce qu'on appelait à l'époque des mémoires de traduction pour améliorer la productivité, la qualité et les coûts. Les mémoires de traduction à l'époque, en fait, c'est des textes, des contenus qui sont créés par des humains, mais qui sont maintenus dans des bases de données bilingues et qui peuvent être réutilisés. Et après, on voit, pour les années, toujours est-il que on voit aussi que plus ou moins à cette époque, il y a aussi les premiers moteurs de traduction automatique qui, comme l'évoquait Emma tout à l'heure, ne sont pas arrivés à maturité avant qu'on commence à avoir des systèmes suffisamment puissants pour pouvoir les exploiter. C'est ce qui a beaucoup révolutionné ce qui a beaucoup changé. Après, donc, nous, ça fait, je dirais, une trentaine d'années facilement qu'on utilise donc en tout cas les mémoires de traduction. Et on a vu dans les années 2010-2020 toutes ces technologies d'intelligence artificielle qui sont apparues. Et on a évidemment commencé à intégrer ces solutions dans nos services aussi. Peut-être du point de vue de la traduction, ce qui change, c'est que dans la traduction automatique neuronale, on a des systèmes qui passent sur des bases de règles ou de statistiques, où c'est donc la machine qui traduit et l'intervention humaine, elle vient après. C'est donc
comme on parle aujourd'hui de post-édition, de contrôle qualité des traductions, etc. Donc, c'est ce qui change par rapport à la mémoire de traduction où c'était l'humain qui fournissait la base utilisée par la machine. Et puis, depuis les années 2020, on parle donc d'IA générative ou de prompting, qui sont en fait des systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent créer du contenu nouveau à partir de données existantes. Alors, c'est plus souple que la traduction automatique neuronale. C'est aussi moins précis, un peu moins précis. Et puis peut-être à l'avenir, on parle aujourd'hui beaucoup de RAG, Retrieval Augmented Generation, qui consiste à combiner une IA générative à un moteur de recherche et qui cherche en fait à améliorer les résultats et limiter les hallucinations, comme on parlait tout à l'heure. Donc finalement, ce qu'il faut retenir finalement, c'est que ces technologies, elles existent depuis un certain temps et dans le domaine de la linguistique, elles sont, et en tout cas chez Apostrophe, c'est pas du tout un sujet nouveau pour nous. On les a intégrés assez tôt dans les solutions qu'on a proposées à nos clients, aussi pour nous-mêmes au début. Et Lucas va nous montrer à présent à travers un des exemples d'outils qu'on a mis à disposition de nos clients, donc dans le cadre des solutions Apostrophe. Et puis on vous présentera aussi une étude de cas sur la gestion en fait de processus et de workflow, donc plutôt dans le cadre du consulting qu'on offre à nos clients aujourd'hui. Voilà, donc moi je reprends, merci beaucoup. Je vais expliquer maintenant comment nous on a créé une solution IA basée sur nos besoins de clients. Alors comme situation de départ, on a beaucoup de nos clients, ils ont une communication très spécifique adaptée à leur marché. Donc, ça veut dire assez technique ou très spécifique dans leur branche. Aussi, la majorité de nos clients, ils sont actifs dans le secteur de B2B. Et aussi, beaucoup de nos clients utilisent DeepL. J'imagine aussi tout le monde qui regarde maintenant, qui est ici aujourd'hui, vous connaissez aussi DeepL, vous l'utilisez certainement aussi. DeepL fonctionne super bien. DeepL fonctionne très très bien, surtout au niveau individuel. Donc pour des textes communs, des textes génériques. Mais dès que nos clients ont besoin d'avoir un texte très technique, très spécifique à leur marché justement, ils viennent vers nous. Ils disent DeepL n'est pas mal, mais c'est pas forcément la meilleure solution. Donc, nous, on a réfléchi. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces demandes des clients? Donc, on a réfléchi et on s'est dit, nous, on a beaucoup de mémoire de traduction, on a beaucoup de données des clients. Donc, Jessica a déjà mentionné avant, les mémoires de traduction, on les utilise depuis très très longtemps. On a aussi des glossaires et on a beaucoup de documents de référence. Jess, tu peux aller à la prochaine slide. Et on a des mémoires de traduction, on a beaucoup de glossaires. Les mémoires de traduction sont remplies avec plein de données, des traductions humaines, donc vraiment des traductions qui sont faites par des humains, qui sont vraiment la meilleure qualité. Et puis, on a commencé à remplir les mémoires de traduction depuis 30 ans, quoi. Et on a aussi les glossaires pour les clients qui ont des besoins très spécifiques. Et évidemment aussi beaucoup de documents de référence. Et on s'est dit, combiné avec l'IA génératif et avec du prompting, on pourra peut-être créer une solution pour les clients qui ont besoin de quelque chose de plus que juste DeepL. Donc, on s'est dit, on peut prendre, par exemple, un outil de traduction que tout le monde connaît, par exemple DeepL, Google Translate. Il y en a plein, il y a plein d'autres qui sont moins connus aussi. Et on peut le combiner avec un outil que de l'IA générative, par exemple ChatGPT, Claude, Copilot,
Azure, enfin, il y en a plein. Et on a décidé, basé sur ces outils-là, on va les combiner dans un outil à nous. Apostrophe généralement, enfin nous, on analyse régulièrement les outils disponibles sur le marché et on essaie de rester très flexible sur les outils qu'on adapte et qu'on utilise pour nos clients. Le monde change très très vite, donc peut-être aujourd'hui, peut-être DeepL est une des meilleures outils de traduction, mais peut-être demain il y a un autre. Donc pour nous, pour Apostrophe, c'est très important de rester flexible et de ne pas se baser sur un seul outil. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un outil qui s'appelle Apo Translate Plus. Donc, on a combiné la traduction automatique en ligne. Donc, vous connaissez aussi les traductions en ligne où vous pouvez télécharger un document, où vous pouvez traduire un texte libre. Mais c'est ce qu'on a ajouté aussi, c'est on a optimisé l'output de la machine. On a l'optimisé avec nos mémoires de traduction du client spécifique. Et on a l'optimisé aussi avec la terminologie du client. Et en plus, on a ajouté aussi une machine IA qui nous permet d'adapter le style, donc le tone of voice, si vous voulez. Aussi, en Suisse, moi, je suis germanophone, donc moi, j'aime pas trop si je lis des textes en allemand de l'Allemagne. Pour le français, c'est pareil. Enfin, il y a quand même des différences entre le français de Suisse et le français de France. Donc, il fallait aussi trouver une solution pour avoir une variante, avoir les variantes suisses et aussi pour adapter la longueur du texte. Et tout l'outil est implémenté dans notre plateforme du client qui s'appelle MyApostrophe, vous le voyez sur le screenshot, pour, si jamais le self-service de l'outil de traduction automatique n'est pas suffisant, les clients, ils ont la possibilité avec un clic d'avoir aussi accès aux services traditionnels. Je veux vous montrer un exemple à quoi ça ressemble maintenant avec la rédaction de prompt, par exemple. Alors, en droite, en haut, vous voyez un texte qui a été traduit en français avec un petit bouton qui s'appelle Swiss Standard. On peut adapter le texte à la Suisse. Donc là, on utilise, au lieu de portable, on utilise Natel, comme en Suisse romande. Et en bas, vous voyez aussi un exemple où vous avez la possibilité d'ajouter des prompts. Donc, par exemple, vous pouvez reformuler le texte dans le style de Yoda de Star Wars et ensuite, ça vous donne un petit texte qui est reformulé dans le style de Yoda. Évidemment, ça c'est juste pour jouer un peu, mais ça donne aussi la possibilité d'adapter un texte. Par exemple, si j'ai un texte qui a été traduit, après le texte est formel et peut-être on veut se tutoyer dans le texte, donc on peut aussi utiliser le prompting pour ça. Donc voilà, ça c'est un peu les possibilités de cet outil. Maintenant, je passe la parole, retour à toi Jess. Elle va vous parler une étude de cas très précise pour comment nous on a fait aussi une solution de consulting en fait, une solution de processus. Oui, alors merci Lucas. Donc très différent de Apo Translate Plus, qui est un outil donc qu'on met à disposition de nos clients en self-service, mais on a aussi, là c'est plutôt un cas donc de consulting comme tu disais, où on avait le client Bauhaus qui lui avait comme situation de départ. Là, pour ce projet-là, ce qu'on a plutôt regardé, c'est comment est-ce que ce client gérait leur traduction en interne. Eux, ils avaient une problématique, c'est qu'ils avaient d'une part tout leur catalogue, les données de leurs articles qui devaient être utilisés et dans le catalogue et dans le magasin en ligne. Et puis, c'était géré par des équipes différentes. Donc, c'était les flux de traduction étaient faits de manière parallèle, souvent à double. Ça prenait beaucoup de temps. Il n'y avait pas de cohésion entre les
les différentes appellations des articles, etc. Bon, c'est un petit peu désordonné. Donc, eux, ils avaient et donc, ils cherchaient finalement à optimiser tout le processus de traduction pour gagner en efficacité, être plus rapide et puis réduire un peu les frais, quoi. Alors eux, ça s'est finalement soldé de telle sorte que eux, d'une manière, de leur côté, ils ont dû réorganiser un peu leurs données. Et ça, c'est quelque chose qui est important, enfin aussi dans le monde de l'intelligence artificielle. Je crois que tout à l'heure, on a fait mention du garbage in, garbage out. Ben, c'est exactement la même chose ici. Il faut quand même qu'il y ait une certaine structure à la base. Il faut que les documents soient organisés d'une certaine manière à la base chez nos clients pour pouvoir tirer le meilleur profit des intelligences artificielles et des différents systèmes d'automatisation. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont implémenté un système PIM qui donc classifiait toutes leurs données, tous leurs articles, et ils ont aussi centralisé finalement le processus de traduction. Ils ont réorganisé les responsabilités au sein de l'entreprise. Et nous, ce qu'on a pu leur apporter, c'est qu'on a créé un connecteur à travers une API. On a pu se connecter à leur interface PIM, ce qui veut dire que quand eux, ils avaient un nouvel article à traduire dans leur système, il était automatiquement envoyé à la plateforme de MyApostrophe. Nous, ça déclenchait une demande de traduction. Et puis, qu'on pouvait renvoyer directement dans leur système. Donc là, ça a un peu automatisé le flux. Et ce qu'on a aussi fait, c'est que comme on avait les traductions étaient créées, émanaient de différents endroits, il y avait dans la mémoire de traduction ce fameux outil dont je vous parlais tout à l'heure, un peu l'ancêtre, qui est encore en utilisation aujourd'hui. On a nettoyé la terminologie, les glossaires, remis de l'ordre un peu dans ces données de base. Et on a rajouté à tous ces outils, on va dire, de traduction plus traditionnelle, l'intelligence artificielle, donc la traduction automatique. Et on a donc donné une certaine hiérarchie à ces différentes sources, en mettant en premier dans la hiérarchie tout ce qui était mémoire de traduction, donc documentation de référence, tout ce qui était existant dans l'entreprise, chez Bauhaus au niveau de la communication multilingue. Donc on passait à chaque fois qu'il y avait une nouvelle traduction, on appliquait donc les glossaires, la mémoire de traduction, et on utilisait l'IA pour traduire le delta, en fait, ce qui apparaissait comme. Et ça passait ensuite par un contrôle, donc là humain, ce qu'on appelle la post-édition, une assurance qualité qui générait donc la traduction finale. Et le résultat, c'est que on arrivait à traduire environ 1000 nouveaux articles par semaine. Les délais de livraison étaient beaucoup plus courts. Ça voulait aussi dire que finalement, quand ils avaient les données prêtes pour leur brochure, elles étaient aussi prêtes plus ou moins en même temps, sur leur webshop. Il y avait moins de décalage entre la publication d'une brochure et leur webshop. Une augmentation de la qualité à travers juste simplement des traductions plus cohérentes avec plus de cohésion. Et évidemment, on peut l'imaginer, des réductions considérables de coûts. Donc voilà, peut-être la diapo de fin. Donc l'intelligence linguistique, l'intelligence artificielle, et puis l'expérience linguistique ou l'expertise linguistique qui sont nouvellement définies. Et on voit sur ce spectre un peu que aujourd'hui, comme le disaient aussi nos collègues tout à l'heure, l'intelligence artificielle, les outils sont vraiment des outils qu'il faut appliquer de manière autour d'une stratégie, ou en tout cas il faut avoir une compréhension
ce qu'on essaie d'obtenir avec ces outils-là pour pouvoir appliquer les bons outils et au bon moment dans le processus. Et puis nous, dans le domaine de la traduction, voilà, aujourd'hui, on a des services qui vont de la traduction humaine uniquement, on va dire, pour tout ce qui est encore très créatif, etc., où là, tous les outils de traduction automatique ont quand même des limitations parce qu'il faut s'éloigner du texte, il faut créer quelque chose de nouveau, jusqu'à la traduction automatique avec ou sans intervention humaine pour obtenir finalement le résultat voulu. Voilà, donc ça c'était notre présentation. Donc je ne sais pas s'il y a si vous voulez passer aux questions ou merci beaucoup pour cette intervention, ces infos très intéressantes, vous deux, vous quatre. On est donc arrivé aux questions. Je n'en vois pas encore dans le chat. Est-ce que je vois des mains levées? Je n'en vois pas encore. Je vais en profiter. Ah, si, Olivier Grognu. Alors, bonjour à tous. Non, alors je voulais profiter de cette opportunité pour poser une question, du coup, à vous, alors peut-être à Jessica ou à Lucas. Quand vous faites du B2B, alors nous, c'est un problème qu'on a, un problème non, mais un prérequis qu'on a beaucoup avec nos clients, c'est que bien sûr, c'est des entreprises qui font ces propriétaires, ils ont pas envie d'envoyer ces données à ChatGPT, par exemple, à OpenAI. Et donc, vous avez entraîné peut-être vos propres modèles ou vous prenez peut-être les modèles d'open source, les modèles open source et vous les hostez vous-même. Et ok, alors là, j'ai déjà une confirmation de votre part. Et peut-être une question un peu plus générale, c'est quoi votre vision, vous, à l'avenir de l'open source? Parce que, est-ce que vous voyez ça comme quelque chose qui va être tué par les gouvernements ou les gros acteurs du domaine, ou bien c'est quelque chose qui va grandir de plus en plus? Alors, peut-être pour la première partie de la question, donc nous, et c'est un peu ce que disait Lucas tout à l'heure, et c'est quelque chose, c'est vrai qu'on n'a pas tellement abordé dans la présentation, c'est la confidentialité des données, qui est un thème central chez beaucoup de nos clients. Et en fait, ça dépend parce que justement, je crois que Lucas mentionnait tout à l'heure qu'on a une approche très flexible et il faut vraiment s'adapter aux besoins du client. Donc nous, en fonction des limitations que notre client va nous imposer, mais nous exposer, on va peut-être proposer des solutions avec différentes technologies différentes à l'arrière. Donc, ChatGPT, certains clients sont OK, ils n'ont pas de souci à l'utiliser. Donc, on va connecter l'outil ChatGPT derrière Apple Translate Plus, par exemple. Ou alors, on a d'autres outils qui sont où les données restent en Europe, ou en tout cas, par rapport à la situation suisse, de protection des données, on reste dans ce cadre, dans le cadre imposé. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir finalement ces experts qui observent l'évolution des technologies sur le marché. Et nous, on a effectivement donc d'une part des systèmes en interne où là, on assure à nos clients que les données restent en Suisse. Alors là, pour le prompting, c'est un peu plus compliqué parce que actuellement, ces solutions-là, les outils sont basés en Europe ou aux États-Unis. Mais sinon, pour tout ce qui est traduction automatique, nous, on a la possibilité effectivement de traiter ces données en restant sur sol suisse. Et puis pour l'open source, Lucas, tu veux prendre la parole? Alors, si je me rappelle bien, la question c'était qu'est-ce qu'on pense de l'open source en général ou de l'avenir, c'est ça? Alors, moi je trouve qu'il y a un grand avantage de l'open source parce que ça nous permet de rester flexible justement. Parce que nous, on a des ingénieurs AI en interne, des développeurs qui prennent des outils open source et après on l'adapte à nos besoins. Donc ça nous reste vraiment de rester hyper flexible par rapport à créer un outil
juste pour nous. Il y a d'autres agences de traduction, il y a d'autres qui ont une autre stratégie. Il y a aussi des agences qui mettent beaucoup de ressources dans leurs propres outils, ou il y a des agences de traduction qui essayent de prendre plus l'approche open source. Il y a des avantages et des désavantages pour les deux. Pour nous, maintenant, si on travaille avec des solutions open source, ça nous permet de rester très flexible et de s'adapter vraiment aux besoins de clients. Merci beaucoup. Oui, non, c'est très intéressant. Ce que je voulais aussi vous demander, quels sont les coûts quand on commence? Vous avez dit, Olivier, même quelquefois, il faut simplement commencer. Est-ce qu'on s'engage financièrement dans une très grande aventure ou est-ce que ça reste calculable? Alors, je vais donner une réponse de politicien ou de consultant peut-être. C'est extrêmement compliqué à dire ça comme ça parce que ça dépend. Bah, bien sûr, si on est déjà, disons, une agence de développement web, bah, peut-être qu'on a déjà certaines compétences en interne et ça va être beaucoup plus facile. On a une infrastructure informatique probablement qui est déjà beaucoup plus présente. Si je suis un industriel, eh ben peut-être j'ai moins d'infrastructure informatique ou peut-être justement à contrario, j'ai déjà une infrastructure présente et j'ai peut-être juste besoin de mettre un ingénieur à 50% de son temps. Et justement, à 50% de son temps, ça dépend aussi du projet. Alors là, j'avais mis dans ma slide Start Small, Get Bigger, parce que voilà, il faut essayer de viser vraiment quelque chose de très paramétré, très petit en fait, parce que c'est comme ça qu'on peut commencer pour s'assurer que ça se passe bien. Et puis alors voilà, sans exemple concret, c'est un peu compliqué. Je pense à donner une échelle et je n'oserais même pas, mais ça peut être des montants très petits suivant ce qu'on a déjà en place dans notre entreprise. Je ne sais pas si les collègues d'Apostrophe veulent aussi rebondir là-dessus. Mais oui. Alors pour les prix, nous dans la mesure où ouais, enfin je sais pas comment dire ça. C'est vrai que il y a un certain investissement dans ces technologies, mais enfin en tout cas pour nos clients, les coûts, ça dépend. Bon si on doit faire une solution vraiment sur mesure, etc., ça peut peut-être engendrer certains coûts, mais il faut aussi voir ça comme finalement, qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir. Souvent, les clients viennent vers nous, ils ont quand même une solution de départ qu'ils essayent de résoudre avec des outils d'IA qui vont sur le court à moyen terme quand même résulter en des gains considérables. Si on prend l'exemple de Bauhaus, c'est énorme ce qu'ils ont économisé dans ces processus. Donc je pense qu'il faut aussi voir ça comme ça. Voilà, ça dépend un petit peu. Et puis d'autres clients qui ont besoin d'avoir une solution, libre service, mais qui répond un peu plus à leurs attentes. Alors oui, il y a quelques heures peut-être ou un petit peu de temps, un certain investissement à mettre dans, on va dire peut-être l'optimisation des données, des choses comme ça, mais ça reste totalement raisonnable. Et c'est vrai que oui, c'est une question. On a encore une question qui nous a été posée là. Comment Apo Translate garantit-il la cohérence du ton de marque et de la terminologie spécifique à l'entreprise dans différentes langues? Alors ouais, j'ai mentionné le glossaire et le mémoire de traduction. Donc, soit l'entreprise, donc un de nos clients, il a déjà une terminologie spécifique, donc il nous donne la terminologie, soit dans une langue, soit dans 2-3 langues. Si le glossaire n'existe que dans une langue, nous on a aussi des experts en interne, des linguistes qui pourraient traduire et proposer des termes équivalents dans d'autres langues. Et ensuite, ce qu'on fait avec cette terminologie, on le met dans Apo Translate Plus. Et du coup, pour ce client spécifique, la terminologie est intégrée en fait. Et pareil pour le ton de marque, c'est pareil avec le mémoire de traduction. Si on a un mémoire de traduction, si on a déjà traduit pour ce client avant, on peut utiliser ces données
pour, entre guillemets, entraîner la machine pour avoir un meilleur output, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la hiérarchisation des sources. C'est-à-dire qu'on va forcer dans le flux de traduction, on va forcer l'outil à privilégier les documents que nous, on fera simple, on va les appeler documents de référence, cette mémoire de traduction ou les glossaires qu'on aura optimisés pour l'utilisation avec la traduction automatique. Et donc c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu. Il y a un peu cet investissement de base d'avoir des données, on va dire propres, ou que la machine va pouvoir traiter correctement pour pouvoir forcer cette terminologie, forcer certains styles, etc. On parle beaucoup, voilà, comment traiter l'écriture inclusive, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on peut, jusqu'à un certain point, contrôler en faisant ce travail initial de, on va dire, nettoyage de données ou optimisation des données pour la machine. Merci. Alors, est-ce qu'on a encore des questions? J'en vois pas dans le chat. Est-ce qu'il y a encore une main ou est-ce que... Comment l'IA... C'est tout? Je crois qu'il y a encore une question qui est dans le chat. C'est juste le merci. Ou dans le chat. Ah, ça y est, pardon. Ah. Que pensez-vous? Comment l'IA va se développer pendant les années prochaines? Qui a une réponse? Vas-y, tu as l'air de... Si on avait la réponse, on sera là. Ce sera hyper simple on sera riche. Non, moi je pense si l'IA va se développer hyper rapidement, il y a des outils qui vont changer, il y a énormément de startups qui sont créés par rapport à l'IA. Et moi je pense comment on dit, les entreprises qui vont gagner ce course de l'IA, ils sont pas encore définis. Donc moi je pense que c'est hyper difficile de définir ou de dire exactement qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais surtout aussi au niveau, concentré maintenant, parlant de la traduction. Mais j'imagine aussi dans tous les aspects de l'IA, ça change tellement rapidement, donc c'est très très difficile de faire une prédiction. Si je peux peut-être rajouter quelque chose, un autre point de vue. Donc déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Lucas. Et donc ça, c'est vraiment au niveau entreprise. Moi, je ne sais pas si c'est ce que je pense ou ce que j'espère. Je pense qu'au niveau utilisateur, en particulier tous les utilisateurs qui utilisent des chatbots aujourd'hui, je pense et j'espère qu'il y a un moment, il va y avoir une différenciation qui va se faire dans des tâches pour lesquelles les chatbots sont très utiles, font gagner du temps et donnent nous permettent de faire les choses plus rapidement et mieux, versus d'autres choses que actuellement les gens font, mais font perdre du temps ou donnent des réponses fausses. Et je pense qu'il va y avoir une différenciation un peu de la même manière qu'il y a dû avoir avec Internet. Au début, les gens utilisaient Internet pour tout. C'était magique, ça avait toutes les réponses. Et ensuite, les gens ont appris aussi à faire un peu plus attention, à être sceptiques quant aux réponses d'Internet. Je pense et j'espère qu'il va se produire la même chose avec tout ce qui est chatbot. On va être un peu plus sceptiques et on va faire un peu plus attention à ce qu'on lit. Je peux m'imaginer que ce soit sûrement une bonne idée. Comme on ne fait plus toujours confiance à Internet, de ne pas toujours croire ce que nous dit ChatGPT ou autre. On a encore une question là. Pouvez-vous préciser sur quel LLM, open source ou propriétaire, Apo Translate s'appuie actuellement? Par exemple, OpenAI, DeepSeek, Mistral, etc. Ça dépend du client. On a plusieurs setups, justement. On a certains clients qu'on utilise ChatGPT. Il y a d'autres clients, on utilise Azure.
du Microsoft. Enfin, ça dépend vraiment du client. C'est ça, c'est ce qu'on a dit aussi avec la flexibilité. C'est vraiment les besoins du client qu'on met en avance et ensuite on essaie de trouver une solution ensemble avec le client. Donc c'est pas forcément facile de donner une réponse très concrète à cette question. C'est la beauté de cet outil en fait. On peut mettre derrière peu importe quelle machine, justement. On a encore 4 minutes si on veut terminer à l'heure. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Non, je n'en vois pas. Eh ben, merci beaucoup. Merci à nos experts pour toutes ces précieuses informations. Et un grand merci à vous tous qui avez participé aujourd'hui. Alors l'enregistrement sera sur YouTube dans les prochains jours et puis vous le recevrez aussi par email, le lien. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Je me réjouis de vous retrouver bientôt à une autre occasion sur Internet ou en vrai. Et puis bonne fin de soirée. Merci encore. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Très bonne journée à tout le monde. Au revoir.